Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Il fallait entendre les commentaires enthousiastes hier des hommes de l'ombre, épatés ou envieux. Techniquement, on ne sait pas trop comment ils s'y sont pris, on spécule, mais décimer l'armée ennemie, envoyer 1 millier de ces cadres à l'hôpital d'un coup d'un seul, et ça sans tirer un coup de feu, c'est un triomphe de l'intelligence au service de la guerre. Ça vaut les ruses d'Hannibal ou d'Alexandre. Alors, en effet. Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. Mais vous êtes non, dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, Vous n'êtes pas le parquet, n'est-ce pas? je ne suis pas le Vous n'êtes parquet, pas je non suis plus une l'Assemblée journaliste qui nationale. essaie d'obtenir des réponses, et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des J'ai réponses. répondu. Il y a des milliers de journalistes me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions. Nous sommes en guerre. Et oui, Sud quelle Radio, guerre et Berkov quelle dans tous ses guerre. états, midi 14h. André Berkov. Et quelle guerre, nous sommes en guerre, et quelle guerre, effectivement, hein. Quelle guerre, la guerre de l'ombre, la guerre des bips, la guerre des services de renseignement, la guerre, effectivement, qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi meurtrière, tout aussi efficace. Ce qui s'est passé hier, effectivement, avec le Hezbollah et Israël, truquant, faisant des bips, les beepers, c'était presque avant le téléphone portable, en faisant des armes létales, des armes de combat, des armes de meurtre. C'est quand même quelque chose d'étonnant. On va en parler avec Alain Rodier, avec effectivement le centre français de recherche sur le renseignement. Et c'est quand même... Qu'est-ce que ça veut dire en même temps, cette guerre? On voit très bien qu'il y a un peu partout, d'ailleurs pas seulement au Proche-Orient, il y a la guerre des mots, il y a la guerre de l'information et de la désinformation, il y a la guerre évidemment militaire, et puis il y a la guerre de l'ombre, aussi militaire, mais où le renseignement joue un rôle extraordinairement important. Et puis nous allons parler effectivement de cette émission, et là où le service public remplit, et il le fait, vous savez, on critique le service public, mais quand il fait son boulot, eh bien il faut le dire, Cache Investigation, c'était déjà une très bonne première étape sur ce cabinet McKinsey. Il n'y a pas que McKinsey, c'est cabinet de conseil qui constitue presque quoi, une espèce d'état dans l'état. Vous allez voir, quand même, ça n'a pas été piqué des hannetons entre l'entretien, disons le face-à-face entre Jean-Michel Blanquer et Élise Lucet. C'était pas mal non plus. Et après, vous avez effectivement les perles, les huiles et les bravos. Et puis nous allons parler d'Europe. Vous avez vu ce qui s'est passé, on en parlait hier avec l'éviction, la démission-éviction des Thierry Breton, le remplacement chez les Français par Stéphane Séjourné, mais surtout, l'avènement d'une Ursula von der Leyen, reine de l'Europe, il faut le dire, reine de l'Europe. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Quelles sont les perspectives? Et bon, on va en parler avec la députée européenne Virginie Geron. On l'aura en direct de Bruxelles ou de Strasbourg, je ne sais pas encore. Eh bien, on va parler de tout ça et on va dire nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre à tous les étages et dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe quand le bip devient une arme fatale? On dit comment? Le bip, qu'on connaissait depuis 25 ans, on bipait. Aujourd'hui, plus bip que toi, tu meurs. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nino Ferrer qui parlait du téléphone qui sonne, mais là on va pas parler de téléphone, on va parler de beepers qui explosent. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Liban, André? Oui, ces beepers qui explosent, c'est quand même assez en même temps terrifiant, meurtrier. Et il faut savoir que la guerre se poursuit. Vous savez, Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien la guerre, cette guerre de l'ombre, est aussi la continuation de la guerre elle-même, mais par d'autres moyens. 9 personnes sont mortes, 2800 ont été blessées au Liban.
hier, mardi, en début d'après-midi, par l'explosion de beepers. Vous savez que ce qui s'était passé, c'était que le Hezbollah et Israël sont en guerre depuis longtemps. Hezbollah est évidemment au Liban et surtout dans le sud Liban et un peu partout d'ailleurs, pas seulement dans le sud Liban. Eh bien, comme vous le savez d'ailleurs, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a toujours dit attention, méfiez-vous des téléphones portables parce qu'on peut localiser et là vous devenez des cibles. Donc ils ont acheté le Hezbollah, les cadres du Hezbollah, les militants du Hezbollah, les guerriers du Hezbollah ont acheté des beepers, des milliers de beeps. Vous savez, les beepers, ces appareils là, beepers comme on dit. Eh bien, ils ont acheté ça au groupe taïwanais Gold Apollo. Et il s'est révélé que ces beepers étaient piégés. Et à l'heure fixe, à l'heure dite, l'Israélien avait piégé ces beepers. Eh bien, à l'heure dite, ça a explosé et ça a fait des morts et ça a fait des milliers de blessés dans les rangs du Hezbollah. Et c'est une opération tout à fait étonnante. Enfin, en tout cas, tout le monde, effectivement, à la fois déplore évidemment les dommages et les morts et les services de renseignement saluent l'exploit. Alain Rodier, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que cette opération spectaculaire, effectivement, est-ce que c'est une première par rapport aux beeps utilisés en faisant des beepers des armes létales? C'est une première ou pas? Alors, c'est une première par la quantité, c'est-à-dire le nombre de beepers qui ont explosé est phénoménal. Oui. Jusqu'à maintenant, les Israéliens qui ont toujours mené une guerre secrète pouvaient piéger des téléphones portables, par exemple. Oui. C'est arrivé à plusieurs reprises, mais la cible était bien définie. On disait tel terroriste qui était, par exemple, un fabricant de bombes ou de choses comme ça. Oui, d'accord. Mais là, c'est l'ampleur de l'affaire qui est nouvelle. Mais alors, oui, justement, je voudrais savoir, à votre avis, c'est étonnant. Alors, il y a eu, j'en ai parlé là, vous le savez, le groupe taïwanais Gold Apollo a dit que les beepers du Hezbollah ont été produits par son partenaire hongrois, BAC. Donc, nous ne sommes pas responsables. Mais comment, on n'a peut-être pas les détails techniques, Alain Rodier, mais comment peut-on arriver à une telle sophistication de piéger des beepers? Est-ce que ça a été en Hongrie ou ça a été à Taïwan? Comment on arrive à cela? Bon, d'abord, il semble qu'effectivement, la société mère est très gênée et donc a renvoyé la balle donc sur un sous-traitant, je ne sais pas comment l'appeler, d'ailleurs en assurant même que ils n'avaient vendu que le nom de leur société et que donc c'était le sous-traitant hongrois qui était derrière le montage de ces beepers. Oui. Donc ensuite, le grand mystère, c'est à quel moment les Israéliens, parce que bon, il y a qu'eux qui peuvent faire ça, ont intercepté ces beepers pour les piéger et avant qu'ils soient remis au Liban, parce que d'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés au Liban en commande groupée au début de l'année. C'est ça, il y a quelques mois, exactement. Tout à fait. Voilà, donc pour le moment, bien sûr, on n'a pas le détail. Est-ce qu'ils ont été piégés à la fabrication, c'est-à-dire en Hongrie, ou est-ce que la cargaison a été interceptée à un moment? Je l'ai dit, tout de même, je crois que ça fait 3000 appareils. S'il faut les manipuler pour rajouter quelques grammes d'explosifs, c'est une affaire qui est tout de même assez longue. Tout à fait. Et c'est ça qui est, enfin, énorme. On se dit, mais comment, alors on le saura peut-être un jour, comment ils ont pu faire, et comme vous dites, est-ce que c'est au niveau du Liban, parce que ça a été livré, effectivement, il y a quelques mois, au Hezbollah, par la société BAC, la société hongroise, la succursale de l'autre, etc. Mais,
est-ce que ça signifie une sophistication, une très avancée? On le savait que les Israéliens ont été assez pilotes dans un certain nombre de phases de la guerre technologique mais en fait c'est du renseignement, parce que c'est à plusieurs niveaux. Le niveau du renseignement, savoir que effectivement telle société va livrer un certain nombre de beepers, et puis au niveau de l'action, comme vous dites, introduire des explosifs dans 3000 beepers, quoi. Ah oui, c'est phénoménal, mais cela dit, les services israéliens nous ont habitués depuis des dizaines d'années. Ils sont en guerre depuis la création d'Israël, en réalité. Donc, ils nous ont habitués à des opérations absolument phénoménales. Je rappelle qu'ils arrivent à frapper en plein cœur de l'Iran. Bon, c'était pas ce sujet-là, mais ils avaient réussi à dérober des archives informatiques et papiers sur le programme nucléaire iranien en plein Téhéran. Et ils se sont débarrassés. Et ils ont tué Ismail Haniyeh également, qui était surprotégé, le chef du Hamas, en plein cœur de l'Iran également. Exactement, et sans parler de toutes les opérations homo qu'il mène à droite et à gauche. Mais la question est souvent posée, quel est le meilleur service secret au monde? On a tendance toujours à dire ce sont les Israéliens, mais tout simplement parce que les Israéliens se considèrent comme en guerre, en permanence, mais en guerre ouverte. Ouais, donc le pouvoir politique donne toute latitude à ses services pour mener des actions souvent violente qui engage sa responsabilité. Lui, donc, il est prêt à assumer. Bon, cette opération qui vient d'avoir lieu, il est évident qu'il ne va pas la revendiquer, mais en réalité, il se frotte un petit peu les mains parce que, au-delà de l'exploit technique, il y a un petit côté très israélien, je dirais, c'est de dire à tous ses adversaires: nulle part vous êtes en sécurité, on pourra toujours vous toucher. C'est ça. Oui, c'est toujours le message. Il y a plusieurs messages, comme vous dites, simultanés qui sont donnés dans ces cas-là. Et en fait, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Alain Rodier, que les Israéliens ont toujours un petit pas d'avance? Parce que d'un autre côté, on se dit, il y a eu ça, mais il y a eu quand même plus que la faille, enfin, pour eux, catastrophique, le 7 octobre, où quand même, il y avait 3000 membres, enfin, du Hamas ou ailleurs, en tout cas de Gaza, qui sont venus, qui ont fait ce qu'ils ont fait en Israël, dans les kibboutz israéliens, et ils ont été, alors ça arrive, mais enfin, l'armée ont été piégés. Donc, comment ça se fait que d'un côté, ils aient une telle sophistication, et de l'autre côté, ils se sont laissés piéger de manière extrêmement forte le 7 octobre dernier? Vous avez tout à fait raison. De toute façon, il n'y a aucun service de renseignement qui est parfait. Bien et sûr. Je rappelle, en dehors donc de l'affaire que vous venez d'évoquer, il y avait eu la surprise de la guerre du Kippour, où l'armée israélienne s'était fait surprendre. Sans tirer de leçons vraiment générales, on pourrait dire que les Israéliens sont moins bons dans la défensive que dans l'offensive. C'est-à-dire qu'ils voient moins venir une initiative de l'adversaire que quand eux, ils passent à l'action. Donc, aucun service n'est parfait. Le Mossad et le Shin Bet, parce qu'il ne faut pas oublier le Shin Bet non plus à l'intérieur, ils ont tous des moments de difficulté. C'est une évidence. Mais quand ils déclenchent une opération, généralement, elle arrive à terme. Bon, cela dit, ils ont aussi connu quelques échecs dans ce domaine. Il suffit de reprendre l'historique. Ils ont eu quelques échecs dans des opérations offensives. Mais Alain Rodier, est-ce que pour revenir à cela, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour et assez vite la manière dont ils s'y sont pris, ou ce sera un secret, comme vous dites vous-même, et c'est vrai, ils vont peut-être jamais revendiquer cela, mais vous pensez que ce secret sera bien gardé, ou un jour, peut-être proche, on saura un peu comment ça s'est passé? Déjà sur le plan technique, je suppose que
les appareils piégés et surtout ceux qui n'ont pas explosé, parce que dans ce genre de choses, il y en a toujours qui font un long feu, vont être analysés. Alors, il va falloir savoir si les autorités libanaises et le Hezbollah décident de diffuser l'information ou pas. C'est un autre problème. Mais à l'heure actuelle, je suis sûr que les enquêtes pour savoir où ça a pu se passer, et la grande question qui se pose et que tout le monde se pose, est-ce que c'est pas à la base de départ, c'est-à-dire en Hongrie, que cela a eu lieu, parce que ça semble plus logique. À moins que la cargaison ait disparu, mais pour ça, comme je dis, 3000... oui, c'est difficile, ça. Oui, à piéger, ça prend un certain temps. Voilà, je pense qu'on finira au moins par avoir la localisation où la transformation de ces appareils a eu lieu. Oui, et dernière question, Alain Rodier. C'est un message envoyé au Hezbollah et ailleurs, vous l'avez dit d'ailleurs, voilà, vous n'êtes en sûreté nulle part. Est-ce qu'à votre avis, c'est un message, bon, ça fait partie de la guerre, c'est pas ça qui va arrêter la guerre, qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dure depuis quelques décennies et plus, mais est-ce que c'est un message qui, à votre avis, va porter, c'est une question plus politique, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il faudra écouter ce que va nous dire Nasrallah demain. Mais bon, là, ce sont des déclarations officielles. Bien sûr. Mais il est évident que parmi les activistes, ça peut poser question. Cela dit, les activistes de Hezbollah sont connus pour vouloir subir le martyre, enfin pas subir, atteindre le martyre, parce que c'est quasi leur idéal. Bien sûr. Maintenant, pour les gens qui soutiennent le Hezbollah, c'est peut-être plus problématique. Parce que, bon, on l'a pas trop souligné, il y a eu beaucoup de gens du Hezbollah qui ont été touchés, mais également des personnes un petit peu extérieures. On a parlé de l'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, qui a été blessé, qui a été sérieusement blessé. Les premières annonces disaient qu'il n'était pas sérieusement blessé, mais il semble que ça soit pas le cas. Donc ça peut poser des problèmes, je dirais, aux gens qui sont moins fanatisés que la base. Et est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'au Liban, il y a des Libanais qui sont opposés au Hezbollah et qui, je ne dirais pas, ont pu ni collaborer, ni prêter, mais qui ne voient peut-être pas ça d'un très mauvais œil? C'est tout à fait possible. Cela dit, quand la cargaison... Alors, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé en une cargaison ou en plusieurs paquets? Ça, on le saura à un autre moment. Mais le Hezbollah contrôle à peu près tous les points d'entrée au Liban, par les ports et aéroports. D'accord. Et je pense pas que une masse de matériel que le Hezbollah avait commandé, il l'aurait laissé disparaître pendant plusieurs jours, comme ça. C'est clair. L'option libanaise, à mon avis, me semble un petit peu délicate, quoi. Alors là, je vois mal comment ils auraient pu faire. Oui, moins importante, effectivement, moins peut-être probable que l'option hongroise. Merci Alain Rodier, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Évidemment, cette affaire sera suivie partout et on continuera à en parler. Et si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à nous appeler. Notre ligne vous est ouverte. Appelez au 0826 300 300 ou réagissez sur notre Facebook Live. On se retrouve tout de suite pour parler de Jean-Michel Blanquer. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et suis-je le seul d'être dans tous mes états? Non, non, non. Depuis une certaine émission dans un certain service public hier soir, on le savait déjà depuis quelque temps, mais là, ça a éclaté au grand jour. Qui est Mac Kinsey et pourquoi il inquiète Mac Blanquer?
Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, la nuit porte conseil, dit Black M, et il a pas raison, mais il n'y a pas que la nuit qui porte conseil. Vous savez, c'est bien le conseil, et puis surtout, ça rapporte gros. Mais vous me dites de quoi vous parlez? Eh ben, c'est très 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 simple, hein. C'est que, eh bien, McKinsey, ça fait des années qu'on entend parler, hein, depuis pratiquement 2017 et avant, très grand conseil international, conseil américain, grosse boîte de conseil, puis il y en a d'autres, hein, il y a Accenture, il y en a beaucoup d'autres, et simplement, eh bien, on en parle beaucoup parce que une bonne émission, très bonne émission du service public, Cash Investigation, hier soir, sur France 2. Et vous voyez, quand le service public fait son boulot, voilà. Et puis, on est content, parce que là, cette fois-ci, c'est que France Télévisions, Cash Investigation, n'a pas obéi aux directives de sa PDG, Delphine Ernotte, qui, je le rappelle, disait, nous préférons parler de la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, que de la France telle qu'elle est. Eh ben non. Votre boulot, c'est de parler de la France telle qu'elle est, et c'est ce qu'a fait, notamment, Cash Investigation. Alors voilà, il raconte tout sur McKinsey. Il y a quand même des choses assez étonnantes. En 2015, Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Hein, on l'appelle ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Voilà. On ne parle pas de l'avenir d'Emmanuel Macron, on ne parle pas de ses ambitions, on ne parle pas de ses envies. Bien. Ce sera un peu plus d'1 an plus tard, qu'il annoncera sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, un dîner, le 15 octobre 2015, d'après Cash Investigation, un dîner appelé Fondation est organisé à Bercy. Les invitations sont envoyées par mail par le secrétariat du ministre Emmanuel Macron. Cash Investigation s'est procuré le mail. Une personne raconte un dîner décisif et dit le témoin dans Cash Investigation. Je le rappelle parce que c'est intéressant. Emmanuel Macron dit le témoin dans l'émission, introduit la séance en expliquant qu'il réfléchit à son avenir, tout simplement. Là, ça devient assez marqué qu'on est en train de parler de l'avenir d'Emmanuel Macron. Et Brigitte Macron explique notamment qu'elle croit que son mari a un rôle pour la France à jouer, qu'il faut lui faire des propositions ambitieuses. Voilà. Et à partir de ce moment, ajoute le témoin à visage caché, tout devient plus clair sur le fait qu'Emmanuel Macron a constitué de manière plus ou moins informelle des équipes autour de lui pour travailler à son avenir. Voilà. Et intéressant, voilà, dès 2015, hein, on en parle, on se prépare, voilà. Et Karim Tajdeddine, qui était à l'époque consultant à la tête du département service public de McKinsey, chargé des missions pour l'État, donc présente à Emmanuel Macron un projet. Donc Tajdeddine a refusé de parler à Cash Investigation. Il a dit, je me suis engagé dans la campagne de 2017 à titre personnel, non pas à titre McKinsey. Et alors, la question qui est posée, hein, et on n'y répondra pas, on n'a pas d'affirmation, et il est hors de question d'affirmer des choses qu'on ne sait pas. Alors, ce qu'on sait, effectivement, ça on peut le dire, c'est que dans le premier quinquennat de Emmanuel Macron, de 2017 à 2022. Premier quinquennat, montant des honoraires McKinsey durant le premier quinquennat, 72 800 000 euros, c'est-à-dire près de 73 millions d'euros. Ouais, c'est pas mal. Et encore une fois, il n'y a pas que McKinsey qui a été conseillé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il se dit, mais c'est peut-être des mauvaises langues, effectivement, il se dit que le cabinet McKinsey, en tout cas les membres du McKinsey, ont participé à la campagne résidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 à titre bénévole, et que celui-ci lui aurait renvoyé l'ascenseur sous forme de monnaie sonnante et trébuchante. Et McKinsey, ce sont d'excellents, effectivement, conseillers, très professionnels, qui sont très bien payés, et pourquoi pas. Simplement, petite question, mais nous avons des hauts fonctionnaires à Bercy et ailleurs qui sont très bien payés aussi. Est-ce que ça ne fait pas un peu de doublon? Oh, écoutez, ne soyez pas mauvaise langue. Mais alors justement, parmi les rapports demandés à McKinsey et payés, il y a eu
une note, justement, qui concernait l'évolution du secteur de l'enseignement. À l'époque où Jean-Michel Blanquer était ministre de l'Éducation nationale. Alors, nous nous sommes procuré cette note, comme d'autres. Alors, franchement, ce n'est pas une note qui apporte des éclairages einsteiniens sur l'avenir de l'éducation nationale. Vraiment pas. Et cette note a été facturée par McKinsey et payée, donc notre argent, l'argent du contribuable, 496 800 €. 500 000 € pour une note sur l'évolution effectivement du secteur de l'enseignement qui franchement n'apporte pas grand-chose, en tout cas à 500 000 €, on veut bien. Et alors Élise Lucet donc va interroger Jean-Michel Blanquer sur ce rapport, et en disant alors pourquoi, comment, etc. Et donc au départ, voilà, elle veut lui parler. Voici première question. Jean-Michel Blanquer lui dit, le son n'est pas très bien, on verrait. Il dit oui, on va en parler, mais écoutez, pas de caméra et on va parler à côté. Écoutez. Je vais d'abord vous parler à part. Oui, il n'y a pas de souci. Sans les caméras. Il n'y a pas de souci. Alors je peux vous parler à part, sans les caméras, et puis après on verra. Et puis, alors, changement de ton, après quelques secondes d'échange, je ne sais pas si elle lui a posé des questions, un peu trop de questions, Élise Lucet, je ne sais pas. Et là, changement de ton de Jean-Michel Blanquer, il est pas content. Mais il est pas content du tout qu'on lui cherche des poux dans la tonsure à propos de McKinsey et de sa demande de rapport sur l'évolution de l'enseignement. Écoutez. Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. C'est pas celle d'une démocratie. Vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, si vous... parquet, n'est-ce pas ? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses, et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions. Formidable. Vous êtes... Alors, Élise Lucet, elle le sait maintenant, d'après Jean-Michel Blanquer, elle est un danger pour la démocratie. Mais oui, enfin, elle pose des questions. Mais c'est être démocrate de poser des questions. Vous savez, nous on dit toujours qu'on a question à tout. Ah ben apparemment, c'est sulfureux, voilà. Apparemment, quand vous faites ça, vous êtes un danger pour la démocratie. C'est quand même assez hallucinant, quand même. Et que, au fond, mais ça devrait être transparent. Monsieur, le gouvernement français, le président de la République fait appel à McKinsey pour des conseils dans des domaines divers et variés. Eh ben qu'on le sache, combien ils sont payés, qu'on le sache. Qu'est-ce que c'est que cette opacité permanente de ceux qui se proclament démocrates ? Mais en quoi on est démocrate quand on passe son temps à dissimuler, à cacher ? Évidemment, c'est un peu gênant par rapport aux sommes engagées. Mais enfin, franchement, est-ce qu'il faut attendre un cache investigation pour savoir les choses ? Que fait de ce point de vue le Parlement ? Alors on sait, on a reçu ici la sénatrice Éliane Assassi, on a reçu aussi deux auteurs qui ont fait un travail formidable sur les cabinets de conseil. On en parle, mais enfin... Je veux dire, c'est la moindre des choses d'en parler. Alors vraiment, on aimerait que McKinsey ne soit pas seulement Mac, soit aussi un peu Mac transparence. Et c'est pas à eux de l'être d'ailleurs. Ce sont aux gens qui nous gouvernent, à nos représentants, à ceux qu'on paye pour faire leur boulot. Vous voyez, c'est très bien de payer les conseillers pour faire leur boulot. C'est très bien qu'on paye aussi nos gouvernants, nos représentants, nos députés, nos juges, pour qu'ils fassent leur boulot. Ne bougez pas, André Berkoff a encore beaucoup de choses à vous dire avec ses perles, ses huées et ses bravos. Vous pouvez aussi prendre la parole en appelant au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Moi, j'adore les sondages. J'adore les sondages, surtout quand ils sont organisés par l'IFOP. l'IFOP et Fiducial et Sud Radio. Et le dernier, quand même, qui vient de sortir, il est sorti ce matin, n'a pas manqué d'attirer notre attention parce que ça prouve que les Français sont très attentifs, effectivement, à ce qui se passe actuellement en politique nationale.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... C'est vraiment phénoménal. Qui est phénoménal? Mais je vais vous dire, d'après les sondages, Michel Barnier. On vient d'avoir le sondage, effectivement, le IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Et la question, vous le savez, elle est récurrente. Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion, ou vous ne la connaissez pas suffisamment? Eh bien, pour le classement de septembre, qui arrive en tête? Allez, auditeurs résistants de Sud Radio, qui arrive en tête? Évidemment, Michel Barnier, oui. Il est à 57%, il a sauté d'un coup, là. Formidable. L'ascension du Mont Blanc par la face nord. Il est premier, voilà, avant Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean Castex, Rachida Dati, Cazeneuve, etc., etc. Il est premier. C'est intéressant. Ça veut dire que les Français... Il y a quelqu'un... Attendez, je vous rappelle que Michel Barnier n'a pas encore constitué son gouvernement à l'heure où je vous parle, hein. Ça vient, il est très préoccupé en revanche, et on le comprend, par l'état du budget, hein. Il a découvert le budget, il dit oulala, j'espère qu'il va pas partir, Michel Barnier, on compte sur vous, hein. Vous êtes premier dans notre sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Vous êtes premier, vous êtes passé tout de suite en tête, vous avez le maillot jaune. Alors, ne nous lâchez pas comme ça. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il a encore rien fait du point de vue chef du gouvernement, on peut pas lui en vouloir. Il n'a pas encore constitué, je le rappelle, son gouvernement dans sa totalité, ou partiellement, et il est déjà premier. Intéressant. Donc, ça prouve deux choses. Que d'abord, effectivement, quand quelqu'un arrive sur le podium, on en parle tout de suite, et deuxièmement, que les Français sont effectivement attentifs à ce qui se passe. Alors, je vais vous dire, Michel Barnier, maintenant que vous êtes en tête, que vous êtes numéro 1, encore une fois, on compte sur vous. Même si la France est au bord du gouffre, ce n'est pas vous qui lui ferez faire un grand pas en avant. Pas vous, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Poser la question et pas pour le paquebot que chantait Michel Sardou. On peut se poser la question effectivement de la Fondation du Patrimoine. Que s'est posée la Fondation du Patrimoine alors que vous savez très bien, on va pas vous le répéter, c'est un truc, c'est une banalité de base, mais on l'oublie, qui ignore le passé, qui néglige le passé, qui rabote le passé, qui fait la table rase du passé, ne croira rien au présent et encore moins à l'avenir. Alors, la Fondation du Patrimoine a annoncé qu'un quart de nos sites, les sites classés, sont en péril. 11 000 sur les 44 000 fautes de budget, ils seront fermés, plus visitables car trop dangereux. Encore une fois, on l'a posé hier, avant-hier, avec contribuables associés. Où va l'argent public de nos importants impôts et taxes? On en parlait d'ailleurs sur CNews. Éric de Riedmaten a rappelé des chiffres. Écoutez. Ce spectacle-là s'est vu refuser cette année le Pass Culture, empêchant ainsi quasiment 12 à 13 000 jeunes spectateurs de venir voir le spectacle, car le rectorat... Il y avait un sonore ou pas? Oui. Bon. Alors écoutez, voilà, c'est pas ce sonore-là. Il aurait fallu vraiment accorder vos violons un peu avant. C'est pas grave. Donc la Fondation du Patrimoine annonce qu'un quart de nos sites sont en péril. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment très 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 gravement. L'architecte en chef des monuments historiques en parle. Par exemple, le monastère de l'Ordre des Chartreux, fondé en 1084 et propriété de l'État, donc millénaire, fait l'objet d'un interminable chantier de rénovation qui concerne actuellement une partie de la toiture, etc., etc. L'une de nos principales missions, dit-il, est effectivement de maintenir la fonction originale du site, ce qui rajoute toujours des contraintes supplémentaires à la rénovation. Voilà, 46 000 monuments historiques sont protégés par l'État, du fait de leur intérêt historique, artistique ou encore technique. Parmi eux, vous savez, une majorité d'églises, des châteaux, des remparts, des lavoirs, des stades, des maisons d'artistes. Tous ouvriront leurs portes le week-end du 21 et 22 septembre, donc le week-end prochain, à l'occasion des 41e journées du patrimoine. Et là, quand on nous dit effectivement que un tiers de ces sites sont en péril faute de budget,
Mais dites-moi, on vient de parler de McKinsey, on a parlé hier du gaspillage hallucinant de nos impôts, de où va l'argent. Encore une fois, pour la 100 millième fois, on répète les choses. Pour le patrimoine, alors voilà, il n'y a pas, écoutez, tout ça va se casser la gueule, tout ça va s'effondrer. Mais en revanche, pour telle ou telle association, pour telle ou telle levée collecte des ordures en Tunisie ou à Pointe-à-Pitre, ça, il n'y a aucun problème. Attendez, on veut savoir de quoi on parle. Je parlais de la mairie de Paris, par exemple. Mais vous allez laisser tomber tout cela ? Encore une fois, vraiment, j'allais dire on marche sur la tête. Mais non, on ne marche pas sur la tête. On ne marche même plus. C'est ça le problème. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Extrait de la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Bernadette de Lourdes, une très très belle comédie musicale, effectivement. Et le producteur de la comédie, Roberto Surleo, était à CNews, hier, et il a parlé effectivement du pass culture. Vous savez, le pass culture, c'est ce qu'on a mis en place pour que les jeunes, justement, puissent aller un peu partout, puissent aller, effectivement, voir des spectacles, des concerts, etc., à prix très réduit, et c'est une bonne chose, le pass culture. Mais après, on apprend, effectivement, par justement Roberto Surleo, qu'il y a les 2 poids 2 mesures. Il y a des spectacles admis pour le pass culture, des cérémonies, des concerts admis pour le pass culture, et il y en a à qui l'on refuse le pass culture. C'est intéressant, la géométrie variable comme toujours. Et pourquoi ? Écoutez Roberto Surleo au micro de Jean-Marc Morandini sur CNews. Ce spectacle-là s'est vu refuser cette année le pass culture, empêchant ainsi quasiment 12 à 13 000 jeunes spectateurs de venir voir le spectacle, car le rectorat de Versailles nous a dit que ça posait des questions quant à la laïcité. Et en fait, il est là le coup de gueule. C'est-à-dire, d'un côté, on n'est pas éligible parce qu'on remet en doute la laïcité autour de ce spectacle. Et là, ce week-end, avec de l'argent public, puisque le pass culture, c'est l'argent de nos impôts, vous pouviez aller à la fête de l'humanité. Donc, quand vous allez voir un spectacle de la fête de l'humanité, il y a des artistes que j'adore, certains sont de mes amis, cet argent-là, du pass culture, va financer le spectacle lui-même. Donc, en gros, ce spectacle de la fête de l'humain a été en partie financé par votre argent, mon argent, alors qu'il a été refusé sur Bernadette de Lourdes. C'est un scandale. Intéressant, non ? Alors, Bernadette de Lourdes, c'est une atteinte à la laïcité. Oui, effectivement, comme une burqa, quoi. Bernadette de Lourdes, c'est une burqa. Voilà, donc on peut... Donc ce spectacle, et quand en revanche je veux écouter François Ruffin, Raphaël Arnaud, Dominique de Villepin, tous grands artistes, effectivement, à la fête de l'humain, oui, je sais qu'il y a des artistes, alors là, aucun problème pour le pass culture. Mais que ce soit, et très bien, que ce soit la fête de l'humain, très bien pour le pass culture, mais en fonction de quoi et qui, rond de cuir, et quel fonctionnaire tranche entre la fête de l'humain et effectivement Bernadette de Lourdes, enfin le spectacle Bernadette de Lourdes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on recommence quoi ? Il y a les bonnes choses et les mauvaises choses, comme la Pravda, comme l'URSS, comme la Chine, comme la Corée du Nord, etc. On choisit les bons cultureux et les mauvais cultureux, il y a la bonne culture et la mauvaise culture, il y a la bonne pensée et la mauvaise pensée, etc., etc., etc. On repart à chaque fois dans cette absurdité, cette imbécilité collective qui choisit non pas le réel, mais mon réel à moi en fonction de ma position d'autorité compétente, incompétente, mais ayant le pouvoir pour choisir entre telle ou telle chose. Le pass culturel est global ou n'est pas. Sinon, je vais vous dire, c'est pas le pass culturel, c'est la maison de passe. Et qui veut d'une France, maison de passe? Pas moi, pas vous. Ne bougez pas, André Berkoff revient juste après le flash d'information. Aujourd'hui, dans son face-à-face, il reçoit la députée européenne RN, Virginie Joron. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous les états, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Bonjour Virginie Joron. Oui, bonjour André. Alors, intéressant parce que quand même l'actualité européenne, on voit l'actualité proche-orientale, on la connaît, l'actualité Russie-Ukraine, on la connaît, et puis l'actualité européenne, le Parlement, la Commission. Mardi 17 septembre, Ursula von der Leyen, réélue donc à la tête de la Commission européenne, a présenté effectivement les membres de la Commission en disant voilà, climat, défense, compétitivité. Une bonne note, elle disait, vous voyez, la parité, ça va beaucoup mieux. Il y avait 22% de femmes il y a encore quelques années. Il y aura 40% de femmes présentées à la commission. Bon, ça, très bien. Mais au-delà de ça, alors, Virginie Joron, je voudrais qu'on revienne avec vous. Vous êtes effectivement députée européenne depuis déjà, combien ? Déjà 5 ans. 5 ans, c'est ça. Depuis 2019. Voilà, oui. et vous avez été effectivement réélue. Là, et vous faites partie du groupe Patriotes pour l'Europe. Je voudrais savoir d'abord juste un petit épisode franco-français, enfin qui nous a intéressés. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce de passage de relais d'un nouveau genre entre Thierry Breton, commissaire au numérique, etc., et Stéphane Séjourné, d'ailleurs, qui, lui, sera chargé, il faut le savoir, Stéphane Séjourné, de l'industrie et du marché unique, donc plus du tout du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes quand même à l'intérieur, oui. Oui, bien sûr, à l'intérieur, en fait, ce qu'on a découvert comme vous tous, en fait, c'était la surprise de cette semaine, c'est la déclaration de Thierry Breton sur Twitter, qui dénonce et en même temps qui utilise pour annoncer finalement qu'il va pas être candidat. Et en anglais, sur Twitter et en anglais, oui. Voilà, donc il se fiche vraiment de nous depuis le début, mais bon, en fait, c'est ironique, mais en tout cas, la grosse surprise, c'était effectivement ce claquage de porte à la dernière minute par rapport à sa candidature, puisqu'il voulait être candidat et récupérer ce portefeuille du marché unique et du numérique, parce que nous, en plus, nous devions avoir une audition la semaine dernière pour parler du DSA, pour parler de l'épisode estival qu'on a tous suivi. Et c'est vrai qu'à la dernière minute, il ne s'est pas présenté à cette audition, et donc finalement, ça devait déjà être dans les tuyaux et acté, et finalement, il l'a annoncé lundi, puisqu'il savait aussi que Madame von der Leyen, qui est présente durant cette semaine à plénière, devait annoncer son gouvernement de la commission avec la présentation de ses candidats, et aussi, donc alors effectivement, affaire franco-française que nous suivons de très près, puisqu'en plus, le candidat, là aussi, grosse surprise, c'est Stéphane Séjourné, qui, je rappelle, était le chef de la délégation du parti d'Emmanuel Macron ici au Parlement, et qui a donc un bilan au sein du Parlement européen, mais aussi un bilan aussi au niveau électoral. Je pense tout le monde n'a pas oublié que le résultat du 9 juin était en notre faveur, et c'était surtout un échec cuisant pour la politique d'Emmanuel Macron au niveau européen. Alors, donc le remettre en selle ici, c'est se foutre de nous. Désolé d'utiliser ce terme, mais c'est parce qu'effectivement, alors effectivement, nous on est content que ça soit plus Thierry Breton, parce qu'effectivement candidat à la censure, et c'est on est content. On se rappelle sa lettre à Elon Musk et à X en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui. Exactement, cette chasse qu'il fait contre la liberté d'expression était visible, et cela posait problème, et d'ailleurs peut-être aussi au niveau de la Commission, puisque même Madame von der Leyen a critiqué cette initiative isolée de Thierry Breton cet été. Mais en même temps aussi, politiquement, c'est aussi une erreur, j'ai envie de dire, parce que c'est mépriser le résultat des votes du 9 juin, puisqu'on remet en selle finalement un candidat d'Emmanuel Macron qui n'a pas brillé par son travail durant les 5 années dernières ici au Parlement européen. Alors justement, donc ça a été vraiment, Virginie Joron, ça a été une vraie surprise, à la fois dans sur le cas, enfin demi-surprise peut-être dans le cas de Thierry Breton, et vraie surprise dans le cas de Stéphane Séjourné. Oui, surprise totale, parce que même pour Thierry Breton, même si je vous dis, le seul élément qui nous a posé question, c'est la semaine dernière, parce que c'est le DSA, c'est lui qui s'est mis en avant et qui a profité du DSA pour faire sa publicité, et donc dernière minute n'est pas venu en audition la semaine dernière à Bruxelles, et puis donc son annonce lundi matin, et puis maintenant à la dernière minute on apprend que c'est Stéphane Séjourné qui comme on le sait, avait démissionné de cette délégation en cours de mandat, puisqu'il avait pris le ministère des Affaires étrangères, et puis maintenant retour comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas un bilan, et donc Monsieur Macron pousse à sa candidature, et avec effectivement ce portefeuille du marché unique dans laquelle effectivement je vais siéger, et on va effectivement... Vous êtes dans cette commission également? Exactement. Donc
Donc on va continuer effectivement à poser ces questions. Et puis déjà aujourd'hui, il y a plusieurs effectivement surprises sur la candidature, mais aussi sur encore Van der Leyen qui hier avait une réunion avec l'institution du Parlement, la présidente du Parlement, et elle n'a pas voulu transmettre les noms, alors que normalement par tradition, elle aurait déjà dû annoncer les candidatures. Elle a préféré garder secret tous ces candidats pour faire sa propre conférence de presse. Ah oui, elle l'a pas dit au Parlement. Elle l'a pas dit au Parlement. Elle a fait la conférence de presse avant de le dire au Parlement. Au Parlement, donc c'est-à-dire les représentants des groupes politiques qui sont en conférence de présidence, c'est une réunion à huis clos. Normalement, la tradition veut qu'elle annonce effectivement tous les candidats. Donc là aussi, elle ne l'a pas fait. Il y a quelques critiques, mais là aussi, les seules critiques que j'entends, notamment la LFI, Manon Bry, qui monte au créneau, mais il n'y a pas longtemps, on l'a tous vu qu'elle était dans les bras de Van der Leyen pour la féliciter de sa présidence. Donc là aussi, ne tombez pas dans le panneau. Le double discours de la LFI qui aujourd'hui critique l'action et le mépris de Van der Leyen, il y a moins de 6 mois, elle était dans ses bras et a voté pour son investiture. Ah, allez, je vais être très patriarcal et misogyne, souvent femme varie, bien folle et qui s'y fie. Et c'est pas de moi. Parlons aussi alors de cette commission. Ursula von der Leyen reconduite, présente sa commission. Vous avez les noms, etc. Pour vous, vous êtes la parlementaire que vous êtes. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à l'ancienne commission? On n'a pas pris les mêmes, on n'a pas recommencé. Quel changement de fond, s'il y a? Il n'y a pas vraiment de changement. De toute façon, on le voit bien, puisque c'est elle qui avait commandé le rapport Draghi. Et effectivement, il y a un diagnostic qui est posé, mais là aussi c'est assez ironique puisque ce diagnostic on le connaît, donc effondrement de l'Union européenne, manque de compétitivité. Et en fait, mais il a été sévère quand même, Draghi, il y est allé assez fort. Oui, le diagnostic est sévère, il est réel, mais c'est aussi leur bilan. Draghi sort pas comme ça du chapeau, il est à l'œuvre depuis des années, donc c'est leur bilan, c'est leur action. Et pendant 5 ans, tout ce que nous avions dénoncé, donc le problème de souveraineté, le problème de perte de compétitivité, le problème de concurrence déloyale avec la Chine et les USA, c'était déjà présent durant ces 5 années. Et donc c'est vrai que nous, dans nos travaux, on essayait à chaque fois de défendre nos intérêts, si ce n'était français, c'était au moins européen, notamment dans le marché de la défense. Et là, on voit avec ce nouveau gouvernement de commissaires, effectivement, on voit pas vraiment de changement. Mais par contre, il y a une anecdote très importante, et je vous la livre, c'est qu'elle a nommé donc 6 vice-présidents, très bien, mais quand elle a annoncé hier en conférence de présidence son équipe, le premier qu'elle a mis en avant s'appelle Maroš Šefčovič, un Slovaque, qui était déjà en charge au précédent mandat d'un commissariat. Mais là, ce qu'elle met, elle lui rajoute une nouvelle activité, et elle dit bien qu'elle veut que ce second rôle soit en compte directement. Et tenez-vous bien, donc son rôle sera de suivre, il sera chargé des relations interinstitutionnelles, donc entre le Parlement et toutes les institutions qui gravitent autour de la Commission, et de la transparence. Et de la transparence. Voilà, donc elle s'inquiète de la transparence, parce que comme vous le savez, durant ce précédent mandat, elle était très faite sur les contrats, avec les labos, etc. Le SMS. Alors, comment faut-il l'entendre? Donc voilà, donc c'est vrai que je vous livre cette information parce que je viens de l'avoir puisqu'on a eu son communiqué de presse à l'instant. Oui, Virginie, on va savoir comment on dit transparence en slovaque, on va se renseigner. C'est ça. Et si c'est finalement pour cacher ou être plus transparent, bref, c'est assez ironique de sa part puisqu'on sait tous cet épisode des contrats qui d'ailleurs continuent. Je rappelle que ces contrats d'achat Pfizer, bien sûr, ils ont liés jusqu'en 2027. Ouais, tout donc à c'est fait. toujours. Donc voilà, c'est ce qui m'a pour l'instant c'est sorti et qui était le plus visible parce que c'est vrai que on le sait tous, c'était un dossier très important. Après il y a un nouveau commissariat qui est aussi très stratégique et qu'il faudra suivre surtout pour les intérêts de la France, c'est celui de un commissariat chargé de la défense et de l'espace. Un ancien député, Andrius Kubilius, un Lituanien, qui a en charge ce dossier très stratégique. Et nous, voilà, Français, c'est vrai que par rapport au dossier que nous avons vu, il y a défense vraiment et espace, c'est ça. Défense et espace, et c'est vrai que les intérêts français sont souvent mis de côté. Donc c'est aussi l'enjeu de ce prochain mandat, c'est de défendre nos intérêts, puisqu'effectivement ce sont des gros marchés, et on voit bien que quand on parle d'amitié franco-allemande, elle n'est que sur le papier.
Oui, ça, on connaît le couple, effectivement, c'est la communauté réduite aux acquets, on peut dire, en ce moment, entre la France et l'Allemagne. Mais justement, ça va nous permettre de parler et de Schengen, et des frontières, et de tout le reste par rapport à ce qui se passe au nucléaire aussi. Restez avec nous sommes avec Virginie Joron, députée européenne, patriote en Europe, et on va vraiment aborder tout ce qui se passe, ce qui se passe à la Commission européenne nous concerne au premier chef. Ce sont eux qui dirigent, ne l'oubliez jamais. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états. Si vous voulez participer, poser une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Notre ligne vous est ouverte. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Virginie Joron, députée européenne du groupe Patriotes pour l'Europe. Alors, on discutait avec Virginie Joron, effectivement, allez, j'allais dire tu as de boulevard. Non, c'est pas du boulevard, c'est sérieux, mais du sketch franco-français entre, effectivement, Thierry Breton, patronné par Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, repatronné par Emmanuel Macron, et ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, Virginie Joron, est-ce qu'on peut dire, franchement, que Ursula von der Leyen est la patronne et la queen, non pas la queen mom, enfin ou presque de l'Europe, enfin c'est elle qui décide. Oui, complètement. En plus, quand on compare les votes pour son investiture, effectivement, il y a eu 401 votes pour sur 720. Donc effectivement, elle a obtenu beaucoup plus de suffrages qu'au précédent mandat. Donc elle se sent renforcée. Elle voulait pas d'ombre dans son gouvernement de commissaire. Donc elle a exclu ceux qui avaient qui étaient un peu plus libres. Mais c'est une bonne politique, Virginie Joron, c'est une bonne politique parce que quand on regarde la composition, c'était assez habile ce qu'elle a fait. Je parle politiquement, non ? Oui, tout à fait. Elle défend ses intérêts. Après, le problème, c'est que nous, on défend les nôtres. On est quand même français avant d'être européens. Et donc, on défend nos intérêts. Donc, Emmanuel Macron s'est soumis à la volonté d'Ursula von der Leyen. Et donc, c'est plutôt cela qui est critiquable et qui est condamnable. En plus, en remettant quelqu'un qui a eu un bilan plutôt négatif durant cette précédente mandature. Donc, oui, c'est elle qui gouverne. Et d'ailleurs, même ceux qui étaient hier, comme je l'ai dit, en conférence des présidents, où il y a un protocole, où il y a des traditions, où il y a un respect des institutions, notamment du Parlement et de la présidente Madame Metsola, eh bien, effectivement, elle a même fait fi de ce protocole pour annoncer son collège de commissaires qu'elle avait obtenu. Mais rappelez-vous, Virginie Joron, deux fois le Parlement lui a demandé de se présenter pour parler des SMS et des contrats avec laboratoires pharmaceutiques, elle a toujours refusé. Oui, alors du Parlement, excusez-moi, mais une poignée de députés qui voulaient avoir accès au contrat. Donc pas tout le monde. Moi, on faisait partie de ces députés, mais aucun député de la Macronie souhaitait avoir la transparence de ces contrats. D'ailleurs, ni les Républicains. Enfin, il y avait quelques députés, mais c'était pas la majorité des députés. Et c'est vrai que qui ont demandé d'avoir accès à ces contrats qui engagent, encore une fois, jusqu'à 71 milliards d'euros de contrats d'achat de vaccins jusqu'en 2027. Donc ce sont des crédits qui sont toujours là, ici, en suspens. Donc on va effectivement continuer à suivre ce dossier. Et juste, j'en profite parce qu'en relisant le communiqué de presse de Madame von der Leyen, et c'est intéressant parce que ça fait partie du dossier de commission spéciale Covid, elle a créé un nouveau commissaire en charge de l'état de préparation et de la gestion de crise. C'est un autre portefeuille. Pour les futures pandémies à venir, quoi, c'est ça. Voilà. Et c'est donc un portefeuille nouveau qui se penchera sur la résilience, l'état de préparation et la protection civile. Elle fera donc tout pour gérer des crises et les aides humanitaires. Donc, faut entendre sous ce commissariat nouveau, effectivement, gestion de crise. Donc, c'est ouvert à tout. Donc, avec tout ce qu'on a vécu durant la crise Covid. Donc, voilà, ça, on sent que c'est la patte von der Leyen. Mais effectivement, le problème, pourquoi elle se sent aussi forte, c'est qu'effectivement, une majorité des parlementaires ont voté pour son investiture. Effectivement, nous, on a voté contre. Nous étions un bloc de 284, c'est quand même assez important, mais malheureusement pas assez majoritaire. Mais en revanche,
nouvelle procédure à venir, c'est que ce collège de commissaires qu'elle a défini aujourd'hui, nous allons les avoir en audition durant 1 mois, où on aura effectivement ce ping-pong où il y a des questions-réponses. Ils vont devoir répondre à toutes les questions des députés. Et puis après, on va les investir ou pas. Je rappelle l'épisode de Sylvie Goulard. Effectivement, elle aussi était candidate d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas obtenu la majorité du soutien des députés, Sylvie Goulard. Et donc, c'est pour cela que nous avons eu Thierry Breton. Donc, il va y avoir cette procédure d'audition au mois d'octobre. Et après, il y aura un vote. Voilà. Et après, il y aura un vote final. Et pour le coup, j'ai retrouvé les votes de la précédente mandature. Et effectivement, nous avions voté contre. Et là aussi, ils avaient obtenu 461 votes pour à l'époque. Donc c'est pour cette raison qu'elle se sent aussi forte. Bien sûr, elle a la majorité. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Gouverner, c'est prévoir, et elle prévoit. Revenons à ce couple assez bancal franco-allemand. Comment ça? C'était une surprise que l'Allemagne rétablisse les contrôles aux frontières dès lundi dernier, et pour 6 mois. C'est une surprise parce que c'est une surprise parce qu'effectivement, lors de la négociation du pacte des migrations, ils ont toujours soutenu cette législation, les Allemands du PPE. Ce qui est une surprise, et en fait pas, c'est en fait ils répondent à un sursaut électoral en Allemagne. On l'a bien vu, il y a un sursaut électoral dans le sens où ils veulent plus un retour des frontières. Ils dénoncent la politique migratoire que l'Allemagne subit depuis 2015, et donc cette réalité les pousse à changer de cap, mais parce que ils ont peur de perdre des sièges, et là ils répondent effectivement à une réalité qui les pousse à changer de cap. Mais là aussi, il faut que prudence s'annonce, puisque dans le sens où d'un côté ils ont voté pour ce pacte, maintenant une réalité allemande où ils veulent restaurer les frontières. Maintenant, je verrai avec mes collègues si c'est appliqué ou si c'est juste un effet d'annonce. Effectivement, ça pose question, et ça remet en question toute cette stratégie du pacte des migrations, puisque c'est quelque chose qui a été voté et débattu ici au Parlement lors de la précédente mandature, et maintenant va être mis en place l'application de ce pacte des migrations. Donc c'est très bien que l'Allemagne recule. Nous ferons tour pour effectivement, avec notamment notre député Fabrice Légerie, qui était l'ancien directeur de l'agence Frontex. Il était au cœur du système, il avait effectivement toutes ces problématiques. Donc pour nous, c'est pas du pain béni, mais en tout cas, ça répond à notre analyse sur ce problème de migration qui n'est pas jugulé, et surtout qui n'est pas choisi, et surtout où il n'y a qu'une porte ouverte, mais il n'y a pas de porte de sortie. Et donc effectivement, le cas de l'Allemagne, mais aussi le cas du Danemark, qui remet aussi en question eux aussi cette stratégie, eh bien, nous donne raison, mais on veut aller au-delà. Maintenant, on veut effectivement, comme je vous l'ai dit, l'application du pacte des migrations va être mise en œuvre pendant cette mandature. Donc, effectivement, on va travailler pour faire sauter au maximum de règles qui étaient en faveur de l'arrivée de Virginie Jean, en ce moment, il y a La Haye et le gouvernement des Pays-Bas sont en conflit avec Bruxelles sur l'immigration. Enfin, il y a je sais pas si il y a plusieurs États. Effectivement, le Danemark déjà lui, il s'était mis en retrait, donc c'est vrai qu'ils étaient protégés. Effectivement, vous faites bien de le rappeler, le Pays-Bas aussi a subi la même réalité. Donc effectivement, il y a plusieurs États qui montent au créneau pour effectivement ne pas subir ce pacte des migrations, puisqu'effectivement cette problématique se réelle, en plus, qui se sont traduites par des résultats électoraux, puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes maintenant le 3e groupe le plus important au sein du Parlement européen, 3e groupe après le PPE et les socialistes, et c'est vrai que cette réalité, les fait peur. D'accord. Voilà. Virginie Geron, parlons un peu, alors justement, on allait parler, parlons un peu liberté, expression et information. Intéressant parce que Ursula von der Leyen avait dit qu'elle va spécialement s'occuper au cours de cette nouvelle mandature des fake news, de la désinformation, etc., etc. Elle n'en a pas peut-être tellement parlé hier. Elle a parlé d'autre chose. Elle a présenté effectivement la commission. Mais est-ce que là-dessus sa politique va être vraiment de continuer un peu, peut-être pas comme le faisait Thierry Breton, bien sûr, d'une autre manière, peut-être beaucoup plus diplomatique, la lutte contre que ce soit X, que ce soit les dissidents, que ce soit les gens qui ont une autre parole, etc. À votre avis, elle va être très en pointe là-dessus, sur cette offensive ? Alors, ce qu'il y a, c'est que cette semaine aussi, nous avions en débat encore le sujet de la régulation des plateformes numériques avec le fameux DSA que moi maintenant j'appelle plus le Digital Service Act. Vous l'appelez comment, vous ?
Digital Surveillance Act. D'accord. Donc c'est vrai que c'était encore en débat, mais aussi pour appuyer cette stratégie, puisque hier en débat, c'était comment faire pour juguler de plus en plus toutes ces plateformes qui finalement, pour eux, est un outil contre la démocratie. Et dans ce nouveau gouvernement de Madame Ursula von der Leyen, effectivement, il y a un commissariat qui va être en charge de suivre la démocratie. Ils utilisent, voilà, ça s'appelle la démocratie, justice et état de droit. Donc ce commissariat sera sans doute chargé de suivre la mise en œuvre de ces réglementations. Il existait déjà ce commissariat non, ou pas? Non, il y avait effectivement sur la justice et l'état de droit, mais pas sur la démocratie. Et donc ils utilisent cette valeur que nous partageons pour lutter finalement contre la démocratie. C'est ça l'ironie du sort, parce que c'est ce qu'ils disaient hier dans les débats, qui sont très intéressants, c'est qu'ils nous disent qu'il faut protéger la démocratie et donc il faut lutter contre la désinformation, sans jamais définir ce que c'est la désinformation, sans jamais définir finalement le narratif, parce qu'en fait c'est le leur, et que dès que vous sortez du cadre de leur narratif, vous êtes effectivement dans la désinformation, dans les fake news. Et donc oui, effectivement, Madame von der Leyen continue son combat. Elle l'avait annoncé à Davos. C'était son première priorité, lutter contre la désinformation. Donc là, il y a une petite subtilité. Ils vont partager, ils vont disséminer le numérique, la démocratie, mais le résultat sera le même. Oui, la liberté d'expression est en danger. Et hier, ça a été rappelé lors de ce débat, puisqu'ils nous ont demandé effectivement d'aller encore plus loin dans les critiques, à aller plus loin, à poser des questions contre Telegram. Ah oui, à Telegram, revenir, oui, c'est ça. Et Telegram, oui, parce que Telegram, pour la petite histoire, ne rentre pas encore, parce qu'il y a plusieurs obligations dans le DSA. Les grandes plateformes doivent répondre à un cahier des charges très strict, dont Twitter, mais Telegram, puisqu'il n'a pas 45 millions d'utilisateurs, sort un peu du cadre où il y a le plus d'obligations de le DSA. Et donc hier, effectivement, dans une des notes du Parlement, on nous demandait d'aller plus loin dans le contrôle de Telegram. Donc oui, effectivement, la volonté de contrôler toutes les plateformes via le DSA a été rappelée hier en début de plénière, puisque je rappelle qu'hier c'était la première plénière après la mise en place de von der Leyen au mois de juillet. Donc la stratégie est annoncée, puisque cette semaine, stratégie numérique donc rappelée. Oui. Rappelons que Pavel Durov a été arrêté mais remis en liberté en France, mais sous caution, et il reste en France. Et rappelons aussi par rapport à ça, c'est intéressant, démocratie et protection, que dans sa lettre à Elon Musk, où il disait attention Elon Musk, si vous faites le malin, ça va aller très très mal pour vous. En fait, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais il finissait par dire mais tout ce que je dis là, c'est pour protéger le citoyen européen. Exactement. Mais oui, effectivement. C'est ça l'ironie du sort. Mais alors, pour le coup, nous aussi, nous sommes ironiques, puisque hier, nous avons débattu avec notre groupe pour le prix Sakharov. Vous savez qu'à chaque mandature, nous avons chaque année le prix Sakharov qui revient. Du savant, il faut rappeler qui était Sakharov, le savant soviétique, effectivement, qui avait été mis en prison, qui avait été en tout cas censuré, etc. Ouais. Et donc, toutes les valeurs de liberté, effectivement, il y a ce prix-là qui est soutenu par le Parlement. Oui. Et chaque année, chaque groupe politique présente un candidat. Et nous avons décidé encore cette fois, puisque nous considérons qu'une des valeurs fondamentales, c'est la liberté d'expression et de pensée, nous avons proposé Elon Musk au prix Sakharov. D'accord. Donc, s'il y a cette volonté, effectivement, de protéger et de continuer ce combat pour nos libertés, eh bien, j'espère qu'ils soutiendront cette candidature. Ouais. Écoutez, on va en parler. Elon Musk au prix Sakharov, à mon avis, il ne sera pas mécontent, le brave Elon Musk. En tout cas, on suivra ça. On se retrouve avec vous, Virginie Geron, avec vous, auditeurs de Sud Radio, après cette toute petite pause. On continue à parler quelque chose qui nous concerne au premier chef. Ce qui se passe, encore une fois, à Bruxelles, à Strasbourg, à la Commission européenne, nous concerne quotidiennement. Ne l'oubliez pas. 0826 300 300 pour toutes vos questions, pour toutes vos réactions. Vous pouvez nous appeler maintenant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Virginie Geron, députée européenne, nous continuons à égrener, à faire l'inventaire de cette nouvelle Commission européenne. Encore une fois, notre
notre pouvoir exécutif aussi, il faut le dire, pas en France mais en Europe, mais c'est aussi important, au moins aussi important. Virginie Turgeon, je voulais aborder deux choses. D'abord, au niveau du budget, est-ce qu'on sait déjà, je parle du budget évidemment de l'Union européenne, est-ce que par rapport à ce qui se passe avec la crise de l'euro, avec la dédollarisation entre guillemets, etc., est-ce que comment est la température? Ça s'oriente vers quoi par rapport à les choses mondiales étant ce qu'elles sont et par rapport à l'économie de l'Europe? Évidemment, les pays ne sont pas tous les mêmes, loin de là, mais comment c'est perçu aujourd'hui? Déjà, il y a un bilan puisque moi, je suis maintenant en commission contrôle budgétaire et il y a déjà une problématique, c'est l'attribution parce qu'ils avaient mis en place un projet résilience après la crise Covid, effectivement, avec des prêts, avec des engagements pour certains États pour relancer l'économie. Et on voit bien déjà qu'aujourd'hui, il y a un problème d'affectation des fonds. Donc ça, c'est mis déjà sur la table des négociations. Et puis effectivement, il y a une présentation du budget. Et c'est cette semaine d'ailleurs qu'il y aura cette présentation. Je crois que c'est même actuellement. Donc là, vous avez effectivement une présentation du budget, mais il n'y a pas d'austérité à venir. Au contraire, je crois que si on suit le rapport de Draghi, c'est encore plus d'endettement, puisqu'il annonce dans son diagnostic de l'Union européenne qui est en perte de compétitivité. C'est qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque d'investissement, et donc ils en appellent au secteur financier de l'aide, et ce qui n'était pas du tout aujourd'hui dans l'Union européenne, vous savez, il n'y avait pas d'endettement, donc effectivement, ils poussent effectivement à rentrer dans ce schéma. Il parle d'endettement maintenant, il ne parle pas du tout de se serrer la ceinture, il ne parle pas de diminuer les dépenses publiques ou autres, l'endettement. Donc il pense que c'est la bonne solution, notamment avec cette expérience durant la crise Covid, et ils veulent la renouveler, donc c'est ce qu'il annonce dans son rapport de 400 pages, 800 milliards d'euros par an pour relancer, donc ils appellent ça le nouveau plan Marshall, mais qui dit endettement, dit aussi injecter 800 milliards d'euros, par an dans l'Union européenne, dans différentes postes, notamment en termes d'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous avions effectivement vu, puisque le problème que nous avons en termes de compétitivité, nous sommes que des consommateurs finalement, et même des législateurs, parce qu'il n'y a plus de production en France, on est cannibalisé par la Chine ou les États-Unis. Donc effectivement, cette problématique, nous l'avons vu, puis cette dépendance avec les matières premières qui aujourd'hui nous met en porte-à-faux. On l'a vu avec les panneaux solaires. Donc effectivement, son bilan qu'il dresse sur l'état de compétitivité de l'Union européenne est dramatique. Il le dit, il l'a annoncé plusieurs fois. On est de plus en plus pauvre. C'est lui, il dit on est de plus en plus pauvre chaque année. Quand on a une maladie, il faut le dire aux patients. On a une société qui se rétrécit, donc c'est bien. Le diagnostic est plutôt réel. Mais la solution de s'endetter, jusqu'à quel moment? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles taxes? Puisque c'est aussi une problématique, c'est que l'Union européenne aujourd'hui veut plus de compétences pour taxer, pour récupérer des fonds, notamment la taxe sur les GAFAM, pour s'agrandir, pour prendre plus de compétences. Et mais ça, c'est bien la taxe sur les GAFAM, il faut le faire, non? Oui, mais c'est bien si c'est restitué aux États membres. Le problème, ce sont des taxes qu'ils captent au niveau de la Commission, et à partir du moment où ils captent ces commissions, c'est pour après les réaffecter pour, par exemple, intégrer pour un nouveau pôle de contrôle, d'enquêteurs, etc. C'est jamais pour le restituer aux États membres. Voilà, et pour faire baisser finalement la capacité de contribution des citoyens européens qui mettent de l'argent dans ce pot commun du budget de l'Union européenne. D'accord. Écoutez, à suivre tout cela, bien sûr. Et je voudrais un peu parler, c'est un commentaire d'une journaliste, Géraldine Vosner, qui a tweeté ceci: Europe du nucléaire en arrière-toute, pour prendre en charge les portefeuilles stratégiques de l'énergie et de la transition écologique, Ursula von der Leyen choisit 2 antinucléaires notoires à camoufler pour la France. Est-ce vrai? Oui, c'est ce que effectivement, c'est Teresa Ribera qui apparemment sera nommée à ce poste. Et effectivement, quand on voit les commentaires, ça pose question. Mais là aussi, il y a une réalité qui fait que il y a un besoin, il y a une perte effectivement de compétitivité. Mais attention, pour l'instant, ce collège est en candidature.
Ah oui, c'est ça. Donc, il n'est pas encore nommé, le collège. Oui. Il n'est pas encore nommé. Donc, pour l'instant, ce sont des noms. Il va y avoir des auditions. Et puis, d'ici leur présentation, et on l'a vu, il y a des groupes politiques qui ont refusé certaines candidatures. Donc voilà, c'est vrai que sur le papier, ça fait peur et il a bien fait de le souligner, puisque nous, effectivement, si on veut d'autonomie énergétique, effectivement, il faut continuer à développer et surtout à protéger cette énergie nucléaire qui, je le rappelle, a été beaucoup décriée durant ces dernières années, mais qui, la réalité, nous ramène à reprendre ce dossier et à aider cette industrie. Mais effectivement, par cette nomination, ça pose question, mais ça sera notre rôle ici de tenser cette commissaire, de lui poser toutes les questions et qu'elles soient claires, puisque on va voir aussi la présentation, puisque chaque commissaire devra présenter la feuille de route. Et c'est à partir de cette feuille de route qu'elle sera jugée et elle sera validée ou pas. Mais donc, si j'ai bien compris, les parlements peuvent, disons, dire non à tel ou tel commissaire. Si la vote est majoritaire. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi un contrôle éthique, un contrôle pas politique, mais c'est vrai aussi, là on le voit, il y a certaines critiques contre le commissaire hongrois parce que il est issu de la politique de Viktor Orban. Donc il y a effectivement des critiques politiques, mais au-delà de ces critiques, il y a aussi nous en termes de transparence, il y a un contrôle éthique. Un commissaire qui aurait eu parce qu'ils doivent présenter un CV, il y a un code de conduite aussi à tenir, et donc il y a ces auditions. C'est cela que ça permet de voir s'ils répondent finalement à cette éthique que la commission doit s'appliquer. Donc il y a eu je vous dis, des candidatures qui n'ont pas été jusqu'au bout au précédent mandat. Je ne les ai plus en mémoire, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas été validés par les parlementaires, et dont, je vous rappelle, Sylvie Goulard, où là c'était pire, parce que elle avait été validée en amont par la commission, et après, durant les auditions, par les parlementaires, donc les députés, elle n'était pas passée jusqu'au bout, et donc elle a été recalée. Elle a été recalée, absolument. Et dites-moi, alors, question plus personnelle, Virginie Geron, en 5 ans quand vous regardez, et puis les prochaines 5 ans sont là, est-ce que c'est parce qu'on se pose tous des questions, on a tous, c'est l'auberge espagnole du fantasme, l'Europe pour le meilleur et pour le moins bon. J'allais dire, est-ce que c'est, comme disait Steinbeck, un combat douteux? Est-ce que c'est un combat qui est vraiment intéressant à suivre? Comment votre expérience de 5 ans, vous dites, est-ce qu'on a labouré la mer, comme disait Simon Bolivar, ou au contraire, le combat vaut vraiment la peine d'être mené en Europe, à chacun ayant effectivement ses partis pris au bon sens du terme? Honnêtement, je pense que ça en vaut la peine, parce que, comme je l'ai dit, notre groupe a grossi. On est déjà une délégation qui est plus importante. Donc, les idées ont été reçues par une majorité de citoyens européens au-delà de la France. Je rappelle qu'on a été le groupe le plus important. On est maintenant une délégation française, 30 députés. Oui. Donc, le combat, on n'est plus seul à le mener. C'est vrai, quand on est isolé, quand on est un petit groupe, ou quand on fait même pas partie d'un groupe, c'est difficile. Là, nous sommes la 3e puissance la plus importante, avant même les macronistes. Donc, notre voix porte. Notre contrôle est là, est possible. Et oui, nous allons pousser à changer la tendance. Notre rôle, c'est de contrôler la commission. On l'a fait, on n'était qu'une petite poignée lors de la crise Covid, mais cette petite poignée a résisté. On a fait, je pense, un bon travail. Je le vois encore aujourd'hui. On est félicité. On a encore beaucoup de soutien. Et on était quoi? On était 5, 6. Donc là, on s'est agrandi. On voit que ces idées sont partagées par d'autres pays. La Hongrie nous a rejoints. On travaille avec les Slovaques qui ont été aussi au gouvernement. Donc ils ont vu effectivement ce qui n'allait pas. Et certains sont encore au gouvernement. Notamment avec Geert Wilders qui s'est agrandi durant les 5 ans. Donc, la Hollande, on voit bien, les Pays-Bas, oui. Voilà, les Pays-Bas. Donc, on voit bien que nous sommes plus seuls, nous sommes plus isolés. Donc, le combat, on le fait avec d'autres partenaires. Et ce contrôle que nous allons faire et que nous allons mener contre la Commission, on le voit bien, la stratégie, elle, par contre, elle change pas. Le diagnostic, il est posé, mais leur stratégie qui est mise en place depuis des années, parce que ce bilan désastreux, c'est eux qui l'ont mené à ce niveau.
Le marché de l'électricité, c'est eux qui l'ont mis en place. Quand ils ont les délocalisations, ils ont laissé faire tout ça. Donc, la dépendance avec la Chine, l'Inde en matière de médicaments, ils ont laissé faire ça. Il n'y a jamais eu de protectionnisme. D'ailleurs, c'était un gros mot pour eux. D'ailleurs, moi, je l'ai vu durant le mandat précédent. Dès qu'on disait ça n'existe protectionniste, pas, on n'en veut pas. Voilà, ils en veulent pas. C'est un gros mot. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est les États qui le mettent en place, dont les États-Unis et la Chine, ils s'en sortent mieux que nous. Donc, on voit, et c'est ce qu'on va pousser, ils ont une stratégie qui est mondialiste, elle ne change pas, où ils veulent déraciner, où ils veulent que les Européens soient plus des consommateurs que des citoyens européens responsables et attachés à leurs traditions et qui veulent protéger leurs emplois. Et à leur patrimoine. Donc, Virginie Geron, on va se retrouver juste après cette petite pause et on va parler effectivement, du conflit, du grand conflit, de l'éléphant dans la maison, la guerre Russie-Ukraine. Où on en est? Et pour nos auditeurs, si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite pour la suite de Berkoff dans tous ses états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Virginie Geron, députée européenne, et nous allons parler évidemment, et nous allons finir l'émission là-dessus d'ailleurs, mais sur ce qui occupe l'Europe, et Dieu sait combien, la guerre Russie-Ukraine, du mars 2022, nous sommes en septembre 2024, 2 mois et demi, 2 ans et demi, et nous en sommes toujours, effectivement, on a l'impression qu'on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien ou au premier Russe, je ne sais pas. Et en même temps, je reviens à Ursula von der Leyen, la patronne, elle a toujours affiché, d'ailleurs elle l'a montré en allant à Kiev, en recevant Volodymyr Zelensky, elle a toujours affiché, et c'est son droit le plus strict, une volonté d'appuyer l'Ukraine et d'être absolument, complètement, du fait que l'Ukraine doit effectivement retrouver, en tout cas sinon la totalité, la quasi-totalité de son territoire. Il faut que la Russie soit amenée effectivement à récipiscence. Alors cette prise de position très très forte, Ursula, et puis d'un certain nombre effectivement de Joseph Borrell bien sûr aussi, est-ce qu'elle est toujours aussi forte et elle est due à quoi à votre avis, Virginie Geron? Alors oui, elle est toujours aussi forte. Le soutien a été d'ailleurs rappelé hier en débat, puisque ça faisait partie aussi de l'ordre du jour de cette semaine. Donc un rappel que le Parlement, d'ailleurs le nom du dossier, c'est pérennité du soutien financier et militaire des États membres de l'Union à l'Ukraine. D'accord. Donc un rappel, une piqûre de rappel à tous. Et toujours pareil, c'est le début de la mandature, donc c'est les gros sujets les plus importants qui reviennent et qui donnent la tendance de cette mandature. Donc un rappel qu'il faut soutenir l'Ukraine, financier maintenant même, ils le disent, et militaire. La stratégie de soutien à l'Ukraine continue. Comme je l'ai dit en tout début d'émission, avec la nomination d'un nouveau commissaire à la défense, plein et entier, avec cet ancien député lituanien qui était chez nous déjà au précédent mandat, et avec pour mission effectivement d'aider l'Ukraine de manière avec comme dit financier, toujours ce volet, et maintenant militaire. Donc c'est vrai que on suit ce dossier mais alors justement, avec Virginie beaucoup de Geron, questions. Comme on entend, vous avez vu ces 2 derniers jours, on a dit qu'il y a des fusées à longue portée, peut-être pas les missiles qu'attendent les Ukrainiens, mais qui seraient partis, non pas de l'Ukraine, mais de Lettonie ou d'ailleurs. Je dis ça au conditionnel parce que il n'y a pas de... très prudent. Faut être extrêmement prudent et pas dire, surtout dans une situation aussi explosive. Mais est-ce que il y a aujourd'hui l'idée de se dire comment on peut arrêter? Est-ce qu'on parle de négociations au Parlement européen? Négociations pour la paix en Ukraine, pour la paix dans cette région, où le mot négociation n'est pour le moment pas du tout abordé? Honnêtement,
Oui. Pas du tout abordé. Je n'ai jamais entendu ce terme, que ce soit dans toutes les interventions de nos collègues. Vous n'avez jamais entendu le terme négociation? À part nous, où effectivement c'est notre objectif de négociation et restaurer la paix quand même. Je pense que c'est quand même, ça serait l'issue de tout conflit. Non, là c'est comment financer l'Ukraine. C'est toujours, on est toujours dans cette stratégie, trouver des fonds, mobiliser des fonds, aider financièrement et maintenant militairement. Effectivement, avec ces petits, il y a des petites nuances. Il y a certains États qui ne veulent pas des missiles à longue portée. Oui, d'autres, ça leur pose pas de problème. Donc là, les négociations sont plutôt à ce niveau-là, mais pas sur la paix. Pas du tout. La paix n'est pas du tout un mot qu'aujourd'hui le Parlement ni la Commission utilisent, et c'est déplorable. C'est déplorable. On a un auditeur du coup, parce qu'on a un auditeur, c'est Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question concernant le financement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est des empires de papier qui croulent ou qui sont assis sur une dette énorme, sur un trou béant. Ouais. Comment concilier une aide financière de l'Ukraine avec des déficits énormes de nos pays, voire un risque de banqueroute à terme, puisque le Japon a vendu 9 milliards de dettes françaises récemment. Et je pense que les Français doivent se réveiller. Je pense qu'on doit remettre la finance là où on en a besoin. Et je voudrais avoir votre avis. Et les financements européens, en fait, c'est que des financements en fait des États. Et donc la France est un grand bailleur de fonds aussi. Oui. Donc comment les Français peuvent agir pour sauver leurs hôpitaux, pour sauver leurs services publics, et entre parenthèses sauver leurs économies. Bien sûr. Pour arrêter ce financement absurde, Virginie, perdu. Merci Richard, c'est une question claire. Virginie Joron. Notre dette de 3300 milliards, pour ne parler que de la France. Oui, mais ça c'est un constat que nous avons tous fait et que nous subissons. Mais c'est pas dans l'énergie aujourd'hui de cette commission. Au contraire, ils estiment que c'est une belle cause et qu'il faut aider à tout prix, vraiment, et même à tout prix, même de l'endettement, l'Ukraine. Donc, pour le coup, il n'y a pas une politique d'austérité où il faut suivre un taux d'endettement qui doit être inférieur à 3%. Donc, effectivement, pour des causes dites qui dépassent finalement leur valeur, eh bien là, il n'y a pas de problème de bon ou mauvais père. Là, on peut dépenser sans compter, pas de problème. Ses comptes, effectivement. Donc c'est vrai que on voit bien l'état catastrophique de la France avec l'endettement, vous l'avez rappelé, de 3300 milliards. Eh bien, l'Union européenne, qui pour le coup jusqu'à présent ne rentrait pas dans cette logique d'endettement, eh bien, elle ouvre effectivement cette porte. Donc ça laisse présager effectivement cette dérive. On l'a vu avec l'épisode de la gestion de la crise Covid, où ils ont commencé les emprunts et on voit que la France va perdre beaucoup puisqu'elle va commencer aussi à payer plus sa dette que son emprunt, puisque ça nous lie jusqu'en 2050. Donc on part dans cette même logique où, parce que ce sont des dossiers qui ont des valeurs supérieures à la logique comptable, eh bien cela va engager la Commission, mais effectivement aussi la France. Eh bien, écoutez, merci Virginie Joron. On va suivre de dérive en dérive. On va essayer de voir qui pourront stopper les dérives. Et nous, on se retrouve demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.